Bonjour, nous voyons que cette édition 2026 du Paris Air Forum Ramp Up Now, tout est une question de tempo, d'accélération, on en a bien conscience, et le maintien à la condition opérationnelle est un sujet complètement impacté par le tempo, d'où le titre de cette session MCO 4.0. Inventer une nouvelle chaîne de valeur, parce que ce n'est pas seulement de l'opérationnel cosmétique qu'il faut faire, mais c'est reconsidérer tout le système. Donc avec la haute intensité, la MCO prend une importance tactique et stratégique majeure. Les systèmes qui imposaient aux appareils de retourner en usine ne sont absolument plus possibles. Également, la mise à jour doit pouvoir être faite sur le terrain, donc c'est un paradigme radicalement nouveau qui est mis en place. Donc pour échanger sur ce sujet, à côté de moi, Vincent Sébastien, contre-amiral, directeur adjoint et adjoint force de l'AMIAD. Et c'est vrai que toute l'IA est quelque chose de très important dans cette édition. À côté de lui, Alexis Morel, qui est un diplomate et maintenant qui est partenaire à la Tour Capital et qui a été dans les plus grands industriels, donc qui a cette double connaissance de comment ça marche et de quelle nouvelle chaîne de valeur il faut créer. Et Laurent-Pierre Baculard, qui est senior partner chez Ben et compagnie, et très affûté sur tous ces sujets, et avec qui on a beaucoup travaillé pour préparer cette session. Donc voilà, on voit l'importance de changer de paradigme, et je me tourne vers Laurent-Pierre pour ouvrir cette session. Et comment faire? Merci Max. Donc peut-être pour vous positionner le sujet, on peut se dire MCO, pourquoi a-t-on des sujets de maintenance qui vont radicalement changer? Donc maintenance en conditions opérationnelles des matériels et des hommes, ça veut dire taux de disponibilité, ça veut dire supériorité opérationnelle par rapport à nos compétiteurs. Jusque-là, tout le monde est d'accord. La MCO d'ailleurs représente 50% du coût complet d'une plateforme ou d'un système quand on cumule par rapport au temps de vie d'un système. Mais en résumé, il y a 6 ruptures, 3 enjeux et 6 implications. Les ruptures, c'est qu'on est face à des nouvelles réalités de conflits, à une montée en gamme de menaces technologiques des compétiteurs et à des formats de confrontation qui sont radicalement nouveaux. Tout le monde a en tête évidemment l'Ukraine, l'Iran et la vitesse avec laquelle les choses changent. Mais notamment, on a de la haute intensité qui va être durable avec de la masse. On a une élongation géographique pour être capable d'aller couvrir des théâtres de plus en plus loin. Et on peut penser, en ce qui nous concerne, au dom-tom. Il y a une couverture linéaire à couvrir également. On est dans un environnement beaucoup plus collaboratif entre des plateformes, des drones, pilotés par pilote ou en autonomie, et qui vont devoir faire coexister des matériels et des logiciels. On a une intégration croissante de l'importance du stack technologique, c'est-à-dire de la partie cloud de combat, cybersécurité, récupération des données datasets, IA, algorithmique qui doit s'entraîner en permanence. Et du coup, on a une boucle OODA dont le général Bélanger parlait tout à l'heure, qui accélère d'un standard humain à l'heure à la milliseconde pour décider, détecter et agir. Et derrière ça, si vous voyez les retours de l'Ukraine, on a un cycle d'innovation qui se rapproche de ce qu'on a dans les softwares en DevOps, c'est-à-dire que les personnels sur la première ligne innovent eux-mêmes par rapport à des formats de combat ou d'autres formats. Et donc, que se passe-t-il le 8e jour par rapport à ce que Thomas Gomard disait? Quand on arrive dans un monde où on est au bout de l'équipement initial, il y a 3 enjeux en termes de MCO. Il y a une MCO physique qui va être plus intensive, plus multiformat, avec une diversité de matériel, de drones, air, marins, naval ou terrestre. Un enjeu de réapprentissage des pilotes, des équipages, et puis de faire en sorte de maintenir les approvisionnements, les pièces détachées, y compris pour des matériels qui sont très loin. On a un deuxième enjeu de maintenance numérique, MCO numérique, qui arrive à toute vitesse. Plus on va avoir des clouds de combat interconnectés, plus on va avoir de l'intelligence artificielle qui va récupérer des données de capteurs, plus cette intelligence artificielle va réapprendre et se mettre à jour. Tant de cycles à la semaine, et pas tant de cycles tous les ans. Donc comment est-ce qu'on recharge les matériels avec ces nouvelles IA? Et une MCO cyber, puisqu'évidemment la défense cyber, que ce soit des données, des périmètres, va également devoir bouger. Donc ça a une implication
diverses. D'abord, il y a une implication sur les contrats de maintenance actuels qui ont été mis en place avec des logiques PBL en 2010, en sous-traitance, avec des boucles longues. Depuis l'Ukraine, évidemment, on change les vitesses, les volumes, les temps de cycle. Et il y a une implication sur la MCO physique plus prédictive, une question de localisation de pièces détachées, une question de montée en ligne d'imprimantes 3D pour gérer des pièces. La MCO virtuelle sur les IA et les softwares, si on imagine un environnement où les systèmes, les plateformes, air, naval ou terre, vont devoir fonctionner avec des algos interopérables, avec des datasets qui vont se partager. Ça veut dire que quand on met à jour quelque part, et on connaît tous les risques dans le civil d'une mise à jour d'un système de billing quelque part qui vient impacter l'ensemble de l'IT, il faudra s'assurer qu'on peut assurer un contrôle de cohérence, non-régression. Et puis après, il y a des questions de flux, d'anticipation, de visualisation d'ensemble, de comment tout ça évolue. Je passe sur les cycles DevOps en théâtre. Donc, final, en termes de tempo, on a beaucoup parlé de tempo depuis ce matin. Il y a 3 échéances probablement à avoir en tête, par rapport auxquelles il faudra être prêt. Il y a une échéance d'un risque Europe de l'Est qui est affiché à 2027-2029. Il y a un deuxième tempo qui est autour d'une pénétration de l'IA et d'une autonomie progressive qui va commencer à se mettre en place à partir de 2030. Et puis il y a les premiers points d'aboutissement des grands programmes qui seront, eux, en autonomie probablement plus industrielle à partir de 2035. Donc la question clé, c'est comment on rend ces tempos compatibles avec notre capacité d'adaptation des chaînes MCO. Merci. Je me tourne maintenant vers l'amiral Sébastien, l'AMIAD. On vient de parler de l'émergence du MCO 4.0, qui sera le facteur de succès de ceux qui maîtriseront les systèmes prédictifs et de performance de l'IA. La France en est où? Alors, en fait, pour revenir sur la temporalité, c'est assez vertigineux. Cette temporalité est particulièrement exigeante. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos compétiteurs font face aux mêmes défis. Et donc nous, on se met en ordre de marche pour y répondre. Donc la première chose, c'est on a pris conscience, je pense, au sein de notre organisation Minarm, que le numérique est au centre du capacitaire, mais aussi du MCO. Et avec l'AMIAD, on a l'ambition de venir au service des forces pour justement faire advenir l'intelligence artificielle dans cette temporalité. Notre horizon, c'est à peu près 18 mois. Au-delà, on ne sait pas trop faire et on serait plutôt devin qu'autre chose. Donc on est dans cette temporalité et on est quand même dépendant de tout un écosystème numérique qu'il faut mettre au niveau pour assurer justement cette continuité du numérique pour permettre d'avoir la fluidité des données qui nous permettront de faire du MCO. Donc pour moi, il y a 2 axes sur le MCO. Le premier, c'est le MCO 4.0, où le numérique est hyper présent. Le premier, c'est venir vers le jumeau numérique pour pouvoir faire du MCO prédictif. Ça veut dire pouvoir modéliser les différents systèmes, modéliser ou insérer toute la partie logicielle sur la modélisation des systèmes physiques, les faire parler pour pouvoir les mettre en situation de stress et pouvoir en effet évaluer qu'est-ce qui va flancher le plus rapidement. Le deuxième point, c'est comment on assiste le maintenancier. Le maintenancier, il a besoin de pouvoir reconnaître les objets très rapidement, accéder à la connaissance qui est monumentale pour aller plus vite et être plus précis et ne pas se tromper. Et donc là, l'IA, évidemment, a une grande valeur pour apporter cela. Tout cela, on y arrivera si la donnée circule, si on peut mettre à jour les modèles et si de l'arrière vers l'avant, on a bien tout l'appui. Et donc pour ça, il faut libérer la donnée des systèmes d'armes, rendre cette donnée accessible pour que les algos puissent tourner. Très bien. Alexis, cette MCO 4.0, comment la financer? Est-ce que ça intéresse les financeurs? Alors avant de plonger dans la question du financement du MCO, car oui, le MCO est un objet intéressant du point de vue d'un investisseur. Je pense qu'il faut faire le lien avec le panel précédent où j'étais frappé d'entendre Thomas Gomard évoquer la perspective de 2027, 2028, 2029 selon là où on se situe. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que, en fait, quand on regarde les forces armées européennes, s'il y a un choc majeur dans 1 an et demi ou dans 2 ans, au fond, le MCO, c'est tout ce qu'on a. Le temps de sortie et de régénération de capacité se mesure à 12, 18, 24 mois. Et donc, en cas de choc majeur, il y a la disponibilité opérationnelle des forces et le MCO qui est associé.
les programmes d'armement qui sont en cours et les commandes en urgence. Et je pense que c'est important qu'on prenne tous conscience de cette réalité. Donc le MCO là-dedans, si c'est effectivement tout ce qu'on a, avant de passer au MCO 4.0, il faut déjà réussir le MCO 1, 2 et 3. Et ça suppose d'investir. Alors vous me direz, qu'est-ce que vient foutre un investisseur dans cette équation-là? A fortiori, un ancien diplomate, ça m'a rajeuni que tu rappelles ce temps ancien. En fait, c'est assez simple. Le monde de l'investissement dans la défense était terra incognita pour tous les grands investisseurs de la planète. Aujourd'hui, chez Latour Capital, on est en train de lever un fonds défense qui fera 700 millions, qui à hauteur de 400 millions est déjà financé par des grands assureurs et mutualistes dans le cadre de l'initiative Émergence. Le MCO, c'est un domaine qui est attractif pour plusieurs raisons, et ce, malgré la quantité d'investissement qu'il faut mettre. On est en réalité à la limite de ce qu'on appelle le financement d'infrastructures, parce que dans une entreprise qui s'occupe de MCO, on est capable de modéliser le taux horaire du maintenancier en 2030, le taux d'amortissement d'un hangar à cet horizon-là. Et donc, du point de vue d'un investisseur, c'est un placement qui peut être effectivement extrêmement rentable. Mais il y a une condition, celui de ne pas se comporter en financier complètement passif, et c'est tout l'intérêt d'avoir des fonds d'investissement qui sont spécialisés sur ces questions-là, parce qu'il faut investir. Il faut investir dans de nouvelles capacités, il faut investir dans de nouvelles immobilisations, il faut investir dans des nouvelles capacités, effectivement, comme l'a dit Laurent-Pierre, associées au data center et à l'IA, qui permettent de valoriser les plateformes, d'augmenter leur taux d'utilisation, de valoriser la donnée opérationnelle, ce que l'armée de l'air a commencé à faire, par exemple, en France de façon assez efficace, dans le cadre de toutes les initiatives, et notamment, selon un terme que j'aime beaucoup, qui est le MCO de combat, dont je pense que le général Bélanger a parlé ce matin. Amiral, je me tourne vers vous. Est-ce qu'un système comme Pendragon peut intéresser des investisseurs? Alors, oui, j'espère. Donc Pendragon, c'est l'unité robotique de combat autonome qu'on développe au profit du combat terrestre avec le CCF, donc le commandement du combat futur de l'armée de terre, et puis avec l'ensemble du ministère, hein, donc tous les acteurs dont la DGA contribuent pour faire advenir cette première unité de robotique de combat autonome dès 2027. Donc elle est composée de plusieurs dizaines de plateformes roulantes et volantes, et puis aussi de dizaines de briques logicielles, dont de l'IA, pour que ça fonctionne. Et donc l'ambition, c'est d'être dans le tempo justement de la technologie, c'est-à-dire de produire vite, de mettre à jour, de moderniser, et donc pour répondre à la fois à l'enjeu de l'adaptation à la technologie, mais aussi de la massification. Et donc ça pose pas mal de questions sur le MCO. Comment est-ce que le MCO s'adapte à la massification, où finalement le coût unitaire des plateformes commence à prendre une valeur, et c'est notre objectif, bien réduite par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, parce que l'objectif c'est bien de pouvoir remplacer rapidement chacun des composants. Néanmoins, il va falloir quand même faire de la maintenance au plus près des forces, et donc il y a toute une manière de réinventer justement, en tout cas la maintenance physique de ces équipements, et puis ensuite il y aura la mise à jour des algorithmes, et donc on peut apparenter ça à du MCO. Comment est-ce qu'on fait descendre les mises à jour pour s'adapter à la menace? Et donc ça, c'est le deuxième enjeu du MCO pour l'IA. Si je me tourne vers Laurent-Pierre Bacleur, le calendrier de la mise en place de cette MCO 4.0, qu'est-ce qui serait raisonnable d'envisager? Qu'est-ce qui serait nécessaire? Ce n'est pas forcément la même chose. Le calendrier, pour rejoindre Alexis, il y a MCO 1, 2, 3, 4. De toute façon, on ne pourra pas aller plus vite que la musique. Il faut assurer que la MCO physique, numérique, IA, algo, monte en régime progressivement. Il faut ne pas oublier qu'il faut qu'elle soit cohérente interarmes et qu'elle soit cohérente et interop avec l'OTAN et avec les autres pays de l'Europe. Donc, par définition, on va avoir des paliers. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on va passer sur une MCO de combat, qui serait une MCO quasiment en continu, avec des milliers, sinon des centaines de milliers d'objets dont il faudra surveiller le patrimoine et physique et numérique et quel algorithme IA est embarqué pour être capable de piloter la cohérence de quand on fait des mises à jour de la MCO, encore une fois physique ou numérique, l'ensemble reste opérant et qu'on n'a pas
une partie qui devient incompatible. Merci, merci à tous les trois. Peut-être, Alexis, un mot pour conclure. Qu'est-ce qui te donne envie en tant Faire qu'investisseur? le lien, comme Vincent l'évoquait, c'est sur le lien entre la robotique et le MCO. Il me semble qu'un des atouts de l'exercice Pendragon qui a été lancé par le ministère des Armées, c'est de pouvoir tester à 360 degrés tous les bénéfices de la dronisation. L'un d'entre eux, en termes de MCO, et on le voit, j'étais il y a quelques semaines en Ukraine, c'est l'usage massif en fait, des UGV, Unmanned Ground Vehicles, pour assurer en fait, les lignes logistiques de l'avant, pour ne pas mettre à risque en fait, les convois logistiques qui habituellement sont effectivement très, très fortement frappés. Et donc le MCO devient de plus en plus une réalité de combat, une réalité physique et digitale, dans laquelle effectivement la dronisation joue un rôle de plus en plus grand. Merci à tous les trois pour la préparation de cette session pour rendre en un quart d'heure compréhensible cet enjeu majeur. Merci.